Salut, c'est Geoffrey, on est reparti pour un nouvel épisode de Essaye encore dans quelques minutes avec un nouvel invité bien sûr. Mais avant ça, j'ai quelques petits trucs à vous dire. Déjà, j'aimerais revenir sur l'épisode précédent. Antoine de Maximi était mon invité et j'étais très fier de le recevoir parce que Antoine de Maximi, c'est le baroudeur à la chemise rouge, là, le globe-trotteur de France 5 dont j'irai dormir chez vous. Si vous n'avez pas écouté le podcast, il était vachement bien. Enfin, je vous dis ça avec en toute objectivité, il était vachement bien. C'était un témoignage assez intéressant à recueillir, Antoine de Maximi. Forcément, j'ai envie de dire. Et j'ai vu que le podcast avait bien circulé, rapport à Antoine de Maximi. Donc c'est simple, voilà, il y a plus une seule journée où il n'y a pas de lecture sur le podcast. Donc merci beaucoup de le partager autant. Continuez surtout quand il y a des gens comme Antoine de Maximi ou d'autres dans leurs témoignages qui viennent vous toucher, que vous trouvez sensible, touchant, voire ça vous motive pour votre quotidien. Eh bien dites-le, partagez-le. Tiens, j'ai écouté ça dans tel podcast, c'était bien, tu devrais l'écouter aussi, ça peut te servir, machin. Voilà, s'il y a des gens dans votre entourage, vous vous dites en écoutant le podcast, tiens, ça peut lui être utile. Alors faites-le lui écouter, n'hésitez pas, surtout continuez à le partager et merci beaucoup pour ceux déjà qui se sont abonnés sur toutes les plateformes et qui le suivent et qui viennent écouter et qui partagent. Merci beaucoup. Je suis très content parce que là, il y a pas mal d'invités en ce moment. Il y a plusieurs épisodes du podcast en boîte. Et d'ailleurs, il y en a un aussi en préparation, le numéro 11 sera un épisode spécial. Qui sortira un petit peu après les autres d'ailleurs. Il y aura le 12, il y aura et il y aura le 11 qui reviendra. Et un épisode 11 qui est en préparation, un petit peu spécial avec une personne spéciale en fait, plus précisément. Voilà. Donc je vous raconterai ça prochainement. J'ai hâte de vous faire découvrir ça. Et puis ouais, plusieurs invités en préparation. Donc content de vous retrouver pour ce nouvel épisode, le 10e, donc avec Florian Bruckner cette fois-ci. Qui est donc Florian Bruckner ? C'est la question que je vais lui poser dans un instant. Florian Bruckner, en 2 mots, je vous plante un peu le décor. C'est un Français qui est parti vivre au Québec depuis quelques années maintenant. Il est humoriste, jeune humoriste, il a fait l'École nationale de l'humour, mais tout ça il va le raconter. Mais je vous plante brièvement la chose. Et moi je l'ai rencontré il y a 2 ans dans une soirée d'humour au Kings of Comedy Club à Bruxelles. Et j'ai bien aimé ce qu'il faisait. Voilà, j'ai trouvé cool, j'ai trouvé sympa, et j'ai découvert que là, il y a peu, il est en ce moment en France, Florian. Il est revenu pour présenter son spectacle. Donc, je me suis dit, tiens, il y a 2 ans qui sont écoulés, il était à l'école de l'humour, maintenant il a un spectacle, il débute. Autant dans ce podcast, on a reçu des gens qui avaient déjà pas mal d'années de carrière derrière eux et qui nous racontent comment justement ça a été compliqué parfois et qu'il faut essayer encore. Là on est sur quelqu'un qui est alors pas tout au début mais qui est dans le début, donc c'est intéressant comme parcours. Alors allons-y. Florian Bruckner est mon invité et ça commence maintenant. Salut Florian. Salut Geoffrey. Geoffrey, c'est comment? Geoffrey, c'est le Y moi. Ouais. Bon, il y a pas de problème. Florian, je suis très content de t'avoir. Alors, j'ai une première question, je la pose à tout le monde. Des fois, elle est rapide, des fois pas, et des fois, elle met mal à l'aise, et des fois pas non plus. C'est qui es-tu en quelques mots? Comment toi, tu te présenterais à nous en fait, pour que je fasse pas mon journaliste avec des fausses infos? Je suis un jeune humoriste de 35 ans qui démarre. Je suis réalisateur à la base dans la vie. Je fais de la caméra, du montage et de l'humour depuis maintenant 2 ans. Voilà, j'ai fait l'école de l'humour à Montréal. J'habite à Montréal depuis 10 ans, mais je suis français. J'ai un enfant de 10 ans, mais ça c'est pas tellement moi qui je suis, c'est plus lui qui l'est, donc ça n'a pas vraiment de rapport. Et voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est déjà pas mal. T'es en France là en ce moment quand on se parle. Je t'ai trouvé un petit peu en France avec 2-3. J'ai vu que tu jouais un peu sur Paris. Ouais. T'es revenu en France ou tu habites toujours à Montréal et c'est une virée française? Comment ça se passe? En fait, la France me manquait et puis je faisais quand même un peu moins de show avec le confinement à Montréal. C'est un peu compliqué pour tout le monde. Et j'ai rejoint mon pote Alex Fredo, qui est humoriste aussi, et qui m'a dit viens, je vais te faire jouer. Donc ça m'a donné envie. Donc je me suis laissé 2 mois et je suis venu prendre la température, faire des comédie clubs et je suis épaté d'ailleurs du niveau général des soirées et tout. C'est vachement développé maintenant le stand-up à Paris, donc c'est super. Et je joue mon heure là dans une semaine dans un petit théâtre qui s'appelle la Comédie des 3 Bornes. Donc je suis venu pour prendre la température et puis faire un spectacle qui est un peu plus que des passages de 10 minutes, quoi. Prendre la température en temps de Covid, c'est plutôt à propos. Oui. Surtout que j'ai joué pas mal dans un truc qui s'appelle le Fridge et c'était drôle parce que c'est un lieu où quand je suis arrivé que j'ai joué, c'était en septembre et il faisait hyper chaud.
Et c'est quand même toujours marrant de jouer sur une scène où tu crèves de chaud, il y a marqué Fridge en arrière de toi. Nous aussi, on a l'été indien. Il y a pas besoin, il y a pas qu'au Québec. Voilà, bam. Bon, plus sérieux, on va parler de bide ensemble. T'es parti pourquoi au Québec pour l'école en soi, l'école nationale de l'humour, ou il y avait une autre raison déjà de base? Non, pas du tout. Moi, c'est vraiment un hasard de parcours, l'école de l'humour. Moi, à la base, je suis parti parce que j'avais pour un enfant, pour des raisons familiales, j'ai fait un enfant avec une Québécoise. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je suis là-bas depuis 10 ans pour mon fils et aussi pour le travail. Donc, je fais de la réalisation depuis 10 ans et à un moment donné, je me suis inscrit à l'école de l'humour. Et puis ils m'ont retenu, ces cons-là, ils m'ont retenu. Donc depuis, je suis retenu par eux et je continue dans ma lancée. C'est quand même fou qu'il y ait une école. Alors ça commence ici en Europe, on commence à pas mal. Il y a beaucoup d'Européens, de Français, Belges qui partent là-bas pour faire l'école de plus en plus. Et c'est assez étonnant quand même quand on en parle hors milieu humour, qu'on explique qu'il y a une école pour faire de l'humour. On va préciser que ça apprend les mécanismes de l'humour, mais que ça apprend pas à être drôle. Hein. Faut faire peut-être la nuance. Ouais, non, voilà, non, mais c'est vrai que quand on le dit à des Français ou des Européens, ça les fait marrer, tu vois, l'école de l'humour, c'est une blague que tu fais, ah, t'as fait l'école de l'humour, tu vois, mais en fait, c'est vraiment une structure qui est hyper bien faite. Tous les humoristes quasiment du Québec et un peu en France sortent de cette école-là, et c'est vrai que ça t'apprend à, comme tu dis, une mécanique, une rigueur pour écrire des blagues, pour se produire, pour tester des choses, c'est un laboratoire. Et puis ça te connecte aussi avec un milieu auquel tu n'aurais pas forcément accès si tu commençais de ton côté. Donc moi je dis l'école de l'humour, c'est vraiment top. Effectivement, il faut être drôle un peu à la base, mais ça développe ce Voilà, côté-là. ça développe. Ouais. Alors tu le disais, tu réalisais, du coup tu réalises aussi des vidéos d'humour. L'humour c'est plein de formats différents. J'imagine que sur toutes ces manières de procéder, il y a bien des moments où tu t'es viandé. Venons-en au fait. Bien sûr, ah bah évidemment, ah bah complètement. Se viander, ça fait partie c'est très difficile pour l'ego, mais en même temps c'est partie prenante. En tout cas pour mon cas, ça fait vraiment partie du parcours. Bien. Apparemment, on sent que le parcours est très jalonné de moments comme celui-là. Non, Par exemple, ça va, mais ouais. J'allais dire, tu m'as parlé d'un moment justement avec l'école à Gatineau où t'avais vraiment vécu un moment malaisant qui était pas ton fait, quoi. C'était pas voulu. Bah non, après, c'est toujours facile d'accuser le public, mais des fois c'est des questions de contexte aussi. Mais ouais, en fait, tu fais une tournée à la fin de l'école de l'humour et à un moment donné, ça marchait plutôt bien pour moi, j'étais content. Et donc à un moment donné, on est arrivé dans un truc à Gatineau, c'est en Ontario, au Québec, c'était un festival d'humour et nous on était prévus à 5 heures de l'après-midi. Il faisait un gros soleil, donc je me retrouvais sur une scène avec gros soleil, un public un peu, tu sais, beaucoup de public, mais qui était là pour le show d'après. Ils n'attendaient pas du tout de me voir. Et là, effectivement, je pense que ça a été l'une des fois les plus difficiles où j'ai pas réussi du tout à connecter avec personne. Je pense que quand tu commences à faire des shows en extérieur, en fait, t'entends pas les rires déjà. Quand il y en a, tu les entends pas. Il y a comme tout, en fait, t'as l'impression que tout ce que tu dis, ça s'évanouit dans le ciel, comme ça part, et que ça n'est pas reçu par personne, et rien ne t'est renvoyé. Et c'est un grand moment de solitude que j'ai vécu là, mais bon, c'est sûrement de ma faute, je l'avais mal fait. Après, je pense qu'il y a des humours aussi qui se prêtent plus à certains contextes que d'autres. Moi, je dis souvent que j'ai un humour fin, très fin, quasiment imperceptible. Donc, effectivement, quand tu te retrouves en extérieur devant des gens qui s'en foutent de toi, ça devient vraiment difficile à percevoir. En fait, on peut pas le percevoir. Et comment tu le vis sur l'instant quand t'es là sur la scène, mais qu'il faut tenir le truc? Ben après, tu réfléchis. Alors au début, ton ego te dit ouais, mais c'est le public, c'est le contexte, tu vois. Et puis après, tu te rends compte que non, en fait, le truc c'est que tu t'es pas adapté au contexte qui t'était proposé. T'as pas adapté ni tes blagues ni ta manière de jouer. C'est-à-dire que tu peux pas jouer. En fait, je me suis rendu compte, tu peux pas jouer dans. Il y a des manières différentes de jouer en fonction si t'es dans une grande salle, si t'es en extérieur ou si t'es dans une toute petite salle avec 12 personnes.
tu vois, tu vas jouer plus l'intimité ou plus le show, tu vas augmenter ta gestuelle ou la baisser. Donc je pense que c'est des détails comme ça que tu ajustes après et tu apprends à t'adapter à différentes situations. Parce que quand tu commences l'humour comme moi, bah, tu te retrouves en fait à jouer un peu où tu peux, plus que où tu veux. Et faut apprendre vraiment à être très... à s'adapter, quoi. À s'adapter. Donc c'est des leçons, quoi, on apprend. Oui, voilà, j'allais dire, mais alors il y a apprendre, mais il y a le côté sur l'instant qui est un peu douloureux, c'est évident, mais il faut encore savoir apprendre de ce moment-là. Ça, comment tu travailles après ça? Et ben après, alors au début, je me dis un peu dans ma tête, allez tous vous faire foutre, ou j'arrête. Non, j'arrête. Là, c'est bon, je raccroche, j'arrête. Non, ça va, c'est bon, j'arrête. Mais en fait, après, en 24 heures, je dirais, tu t'en remets émotionnellement, et après, t'essayes de trouver un peu les causes. Et si t'as un minimum d'objectivité et que ton ego est un peu de côté, tu vois, t'arrives à te remettre en question. Et après, ce qu'il faut, c'est retourner et retrouver ce même genre de conditions et que ça se passe différemment, tu vois, et transformer l'essai. Ouais, voir si t'as, voilà, oui, voilà. Quand tu tombes à cheval, tu vois, faut remonter sur le cheval. Là, c'est pareil. Donc après, j'ai refait des chants en extérieur et ça s'est mal passé aussi. Non, l'essai ne fut pas transformé cette fois-là. si, ça s'est passé de mieux en mieux et maintenant j'ai beaucoup moins peur quand j'ai un chant en extérieur. Je sais qu'il faut vraiment pas que je la joue comment dire, minimaliste et tout. Il faut vraiment que je leur rentre dedans et que j'aille choper leur attention. Il faut mettre un peu plus un côté animateur de foule. Donc tu vois, j'essaye de travailler là-dessus. Et puis après, c'est une question de public, tu vois, parce que là, par exemple, pour le cas que je t'ai parlé, c'était un public qui était ontarien. Et donc il faut aussi il y a des textes que tu peux pas faire devant un public ontarien, comme il y a des textes que tu peux faire devant un public français, etc., parce que juste ça les touche pas, ils vont pas donc voilà, faut aussi adapter ses blagues, son style en fonction du contexte. J'essaye de le faire tant bien que mal. Et tu disais se remettre en question. Au début, tu t'envoies un peu tout le monde chier, puis après tu te remets en cause. Est-ce que tu le fais tout seul, ou c'est d'autres, des potes à toi qui sont là, qui t'ont vu, ou des collègues de l'école, j'en sais rien, qui te disent ah bah là t'aurais peut-être dû faire comme ça, ou ça vient de toi? Ben, ce qui est bien avec alors il y a déjà faut quand tu te plantes comme ça, quand t'as un bide, les gens qui te connaissent pas bien ou machin, ils vont pas venir te dire ah vraiment c'était vraiment de la merde ce que t'as fait là, par exemple. faut vraiment aller tout de suite voir les gens qui sont les plus proches de toi. Moi je me souviens, il y avait Alex Fredo justement qui était là, qui est juste à côté de moi en train de travailler là. Et on s'est regardé. Ça fait 3 fois que je suis cité, putain, droit d'auteur, tout. Ah ouais, je le cite. Ah non, mais parce qu'en fait, je me souviens, j'avais été le voir et puis en fait, c'est dans le regard, quoi. C'est-à-dire, tu sors de scène, tu le regardes, il te regarde. Et puis, voilà, t'as compris qu'en fait, tu t'es planté. Et souvent, ce qu'on se dit avec lui, tu sais, moi, j'ai une web-série qui s'appelle Bien. Et oui. On se regarde et souvent on dit bien, tu vois, ça veut tout dire, quoi. Ça veut dire que ça s'est pas bien passé. Et derrière, on essaye d'expliquer, de prendre des conseils et d'avancer, ouais. Mais il faut vraiment écouter les gens qui sont très proches de toi, parce que sinon les autres vont pas forcément oser te dire la vérité, quoi. Et t'as eu, ouais, après les plus proches, ils n'osent peut-être pas non plus aussi parce qu'ils sont proches. Il y a ça aussi. Oui, alors oui, non, c'est des proches qui sont dans le milieu de l'humour, effectivement. Parce qu'après, si c'est tes amis, il faut mais non, c'était bien, il y a un moment, c'était bien quand t'as fait la blague du... si, il y avait un 15 secondes qui était pas mal. Bah oui. Voilà. Et puis tu sais, je veux dire, c'était en extérieur, et les gens, tu sais, moi j'étais pas loin, et j'ai entendu des gens rire, hein. Il y a un moment, il y a une petite fille qui riait, là. Je t'ai entendu. Tu vois, bon, elle riait parce qu'elle avait fait tomber sa barbe à papa, et c'était, voilà, mais elle riait, c'était... et d'ailleurs, ouais, vas-y. Mais non, vas-y, toi. Non, parce que ça me fait penser que aussi des fois tu fais des soirées d'humour, ça peut être dans des chichas, ça peut être dans des toutes petites trucs où il y a 2-3 personnes, et ça souvent aussi c'est des usines à bide aussi. Mais c'est pas forcément, c'est pas parce que t'es pas bon, c'est aussi juste parce qu'il y a 3-4 personnes et que l'endroit est froid et que ça s'y prête pas. Mais moi avec mon pote, on appelle ça des plages. On dit c'était bien, j'ai fait une plage ce soir. Et les plages en fait
c'est des soirées où tu viens t'échouer un petit peu. Ouais, oui, bien vu. C'est poétique, l'air de rien. Et donc, chaque fois qu'on se retrouve dans une soirée comme ça arrive, on se regarde et on se dit, l'air est iodé ce soir. On sent qu'on va s'échouer. Et des fois, on se trompe. Des fois, on est mauvaise langue et ça se passe très bien. Mais je pense que tous les humoristes passent par là oui. Tu vois, des soirées avec 5, 10 personnes. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que quand ça marche, c'est que ton texte est bon, tu vois. Ouais. Si vraiment t'as des gros rires et tout, tu dis, là j'ai quelque chose. Ça, c'est l'avantage de ces petites soirées-là. Dans les premiers épisodes du podcast, j'avais eu Sugar Sammy qui Sammy qui soit se prend des bides lui aussi encore aujourd'hui. Donc effectivement, si ça peut te rassurer. C'est vrai, il se prend vraiment des bides encore aujourd'hui. Ah oui, quand il racontait il était en train de tester j'imagine que c'est toujours le cas puisque ça s'est un peu arrêté tout ça. Il était en train de tester son prochain show et il s'est retrouvé, je ne sais par quel hasard, en train de jouer dans un bateau en mode croisière avec qu'un public féministe. Or ses blagues étaient je défends aujourd'hui la place de l'homme qui se fait manger par les femmes. Et ça a été un bide complet. Ah ouais, là c'est compliqué. Mais par contre, si t'arrives avec un texte qui critique un peu les femmes, à faire rire un public féministe... Là par contre c'est gagné. Mais du coup il a pris en compte évidemment tout ça pour justement adapter et que ça devienne tout public quoi en quelque sorte. Donc ouais c'est évidemment que c'est le travail de tous, mais c'est intéressant de voir comment chacun le vit. Tu parlais de vidéo tout à l'heure, tu es réalisateur depuis 10 ans et tu faisais une web série. Du coup en vidéo tu t'es pris aussi des ratés, des choses des bides en réalisation. Ouais, bien sûr, il y a des trucs dont je suis beaucoup moins fier que d'autres. Il y a aussi, tu vois, là j'avais ma petite web série là que je vais continuer bien et il y a un épisode que j'ai pas sorti parce que juste il était éclaté au sol. Pas. Ah ouais. Et c'est parce que c'est vrai, les blagues étaient pas bonnes, c'était pas bon, donc je l'ai pas sorti. Mais je dirais à chaque fois j'arrive un petit peu avec le montage et tout à sauver le truc et j'ai pas énormément de... Après moi cette web série là elle est aussi un peu basée sur les malaises, tu vois. Je pense que mon humour il est basé un peu sur les malaises mais que j'essaie de contrôler. C'est pour ça que des fois j'aime bien aussi quand le public répond pas ou quand il y a des silences où je peux rebondir dessus. Ça peut te servir, disons, voilà. Ouais, des fois le bide peut être mon ami dans certaines situations. Après, si je me laisse dépasser par le bide et si je me laisse perturber émotionnellement par le bide, là ça devient gênant. Mais des fois, le bide peut être vraiment l'allié d'un humoriste si tu sais jouer avec et rebondir dessus. Parce que du coup, tu pars dans des formes d'impro ou de choses un peu méta qui sont moins convenues et ça surprend vachement le public et il rit, tu vois. Je sais pas si je me fais c'est clair, c'est pas clair. Si. Ouais. Oui, en tout cas, j'ai compris. Est-ce un gage de clarté, je ne sais pas, mais j'ai compris. Très bien, c'est cool. Et donc, alors, il y avait tu m'avais mentionné un autre bide, dans un bar. Oui, ça rejoint ce que tu disais sur les chichas et autres. C'est souvent lié au lieu. Là, c'était un bar un peu chelou avec une scène très haute. Oui, alors ça c'était à Grenville au Québec. Me demande pas exactement où c'est, je saurais même pas dire, je sais même pas comment. Déjà Grenville, quand on sait ce que veut dire graine, c'est bizarre. Oui, graine veut dire sexe d'homme, donc déjà ça partait un petit peu mal. Et en fait on est arrivé là-bas, ils avaient monté une scène sur un billard, tu vois, c'est-à-dire qu'ils avaient un billard dans leur truc, ils se sont dit on va monter une scène. On fait une scène à 2,50 m, un truc en bois, fallait une échelle pour monter, tu vois. Donc tu te retrouvais en fait en hauteur à 2,50 m. Les cheveux dans le toit. Les cheveux dans le toit, devant pas grand monde. Et tu vois, il y avait un public un peu éparse et il y avait beaucoup de monde, surtout la majorité du public était plus attiré, si tu veux, par les machines à sous qu'il y avait tout le long du bar que par les humoristes en eux-mêmes. Et là, je me souviens que c'était une sacrée expérience. Mais c'est bon de faire ces endroits-là. Franchement, ça participe vraiment à te former comme humoriste. Tu vois, moi, je suis vraiment un jeune humoriste, mais je pense que c'est en faisant ces endroits-là et en variant tous ces publics et ces endroits que tu t'armes. Ouais, vraiment. En même temps, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, mais il faut vraiment toujours sortir de sa zone de confort, comme ça, tu deviens plus fort. Tu vois, je pense à un Sugar Sammy, il y a plus grand chose qui l'impressionne, quoi, en termes de type de public ou de type d'endroit, j'imagine.
Ouais, impressionné, il avait l'air quand même de dire que si, il avait juste beaucoup de façons de s'adapter. Pour le coup, il avait beaucoup de modes par défaut qui permettaient de rebondir selon les lieux, disons. Voilà. Mais j'en ai un qui est pas mal, c'est que l'autre fois, quand j'étais à Paris, j'ai joué dans une soirée et je sais pas pour quelle raison, il y avait que des juifs dans la salle. Tu vois, que des mecs avec des kippas et tout. Ouais. Et au moment de rentrer, je me dis putain, j'ai un bout en fait où je parle de mon nom de famille et où je déconne là-dessus parce que j'ai un nom de famille allemand, enfin bref. Et c'est une blague un peu. Ouais, tu l'avais faite, je me rappelle à Tu vois, Bruxelles, ouais, je me souviens. tu l'avais faite. Et là, je me suis dit, putain, ça va pas passer. Et finalement, j'étais étonné. En la faisant, ils ont vraiment beaucoup ri. Et après, j'ai soufflé une fois que j'ai fait cette blague. Je me c'est bon, s'il rit à ça, le reste, ça va bien aller. Je me souviens, j'ai dit. J'avais peur de m'être trompé de public, mais non, ça, c'est bon, ça, vous le prenez bien. Mais ouais, c'est sûr qu'il y a des moments où si tu sais que le public est de telle minorité ou de telle religion ou que sais-je, et que tu as des blagues là-dessus. Ouais, tu dis, ouais, est-ce que je vais froisser personne? Ouais. Bah, surtout aujourd'hui où tu vois, tu peux froisser des gens assez facilement. Hein. Je me souviens, j'avais fait un numéro aussi à Montréal. Et il y avait une fille à la fin qui est venue me voir, elle me fait bon, j'ai trouvé ça vachement bien ce que t'as fait, mais par contre ta blague grossophobe, merci beaucoup. Je fais, hein, de quoi tu parles? Je savais même pas à quoi elle faisait référence. Et elle a commencé à me faire un laïus de 15 minutes parce que j'avais fait une blague, je sais pas, sur les gros et tout, donc j'ai rien dit. J'ai dit oh je suis désolé, machin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui les gens sont peut-être, il y a une plus grande sensibilité peut-être qu'il y a 10, 15, 20 ans, donc c'est toujours un peu touchy. Et ça, ce serait raté pour toi d'arriver justement dans un public où tu vexes ou blesses des gens? Ce serait raté ton taf? Je sais pas si ce serait raté parce que je pense que comme disaient des proches, on peut rire de tout, mais pas avec. Pas Ouais, avec tu tout le dois te monde tromper non d'endroit plus. dans ce cas-là, alors ouais. Donc je pense qu'il faut, de toute façon, la première règle, c'est que ta blague elle soit drôle, qu'elle fasse rire des gens. Après, si dans ces gens-là, il y en a qui ne la trouvent pas drôle ou qui ont une sensibilité telle qui font qu'ils sont pas d'accord ou ça les indigne, ben, c'est peut-être juste des gens que tu reverras jamais dans ta salle, mais je pense qu'il faut aussi assumer ses blagues et assumer quitter, parce que si tu commences à t'adapter aux desiderata de tous et chacun, bah, tu finis par perdre ton identité humoristique, je pense. Hmm. Ouais. Enfin, moi, je pense qu'il faut pas trop. Et je me rappelle quand tu Ouais. étais venu à Bruxelles, tu avais joué parce que évidemment sur la rivalité français-belge, et tu t'étais présenté comme le connard de français justement. Mais là, tu savais d'emblée que c'était bien pris. Les Belges ont, mon Dieu, une autodérision incroyable. Oui, bah c'est ça aussi, c'est que moi je joue beaucoup avec l'autodérision, et puis les Belges ils en ont beaucoup, ils sont très drôles. Je pense que c'est ça aussi, tu vois, des fois quand tu fais une blague un petit peu extrême ou qui peut prêter à un malaise voilà, ou qui peut diviser, euh, faut que les gens prennent en compte que le fait de la dire, c'est déjà que t'es un peu un con toi-même, tu vois. C'est-à-dire que Ouais, souvent ouais. on dit oui, cette blague est blessante, mais on joue aussi des cons qui peuvent dire des choses qui des fois peuvent pas plaire ou trouver bizarre. Mm. Cette dimension-là, souvent elle est pas prise. On prend juste la blague, on dit ouais, mais ça c'est pas bien. Mais oui, mais je joue sur une scène. Je fais Oui, une c'est pas moi, c'est pas moi, je joue, c'est un personnage. ou alors c'est une extension de moi-même ou un Voilà. truc, mais c'est pas Ouais, ouais. vraiment moi qui tu comprends. On fait de l'humour, tu vois. On fait pas des. Ouais. C'est pas la vraie vie non plus, quoi. C'est des blagues, c'est ça. Ouais, il faut quand même garder ça. Après, il faut pas non plus Ça que aussi, ça devienne je sais que Samy a un passage là-dessus aussi. Tu parlais de la France, là, t'es revenu jouer. Du coup, là, t'as déjà joué ou ça va seulement arriver? Ah bah là j'ai déjà joué, mais je sais j'ai fait des passages de 5-10 minutes dans des soirées, là j'ai dû jouer peut-être une 15-20 de fois, c'était très cool. Et là je joue mon heure la semaine prochaine. Et je joue dans un petit théâtre dans le 11e arrondissement de Paris. Et la première date est complète, alors je suis très content. Voilà. Donc là, c'était important pour moi de venir ici, puis d'avoir l'occasion, même si c'est un petit théâtre et tout, et que j'ai fait la promo tout seul, de faire quelque chose de plus long, tu vois. Parce Mhm. qu'en fait, tu franchis des étapes, tu vois, en tant qu'humoriste, tu fais, ah, là, je fais ça, maintenant je fais ça, t'essayes d'un peu de franchir les étapes supérieures, et pour moi, jouer à 1 heure, comme je l'ai jamais fait, c'est une belle réalisation. T'as jamais joué ton heure ou du tout ou même pas au Québec avant? Non, au Québec, le maximum que j'ai joué, c'est 30 et 40 minutes. Ok, d'accord. Euh, Donc c'est une vraie première là. Ok, cool. C'est une vraie première, d'autant que il y a des textes que je dois enlever parce qu'ils sont trop, il y a trop de références québécoises dedans.
Donc j'ai dû réécrire du texte, plus adapté à un public français, etc. Donc c'est un beau challenge, quoi. Vraiment, je suis très content. Bon, eh ben on se rappellera très souvent, je pense. Il y aura d'autres bides à, à se raconter Bah, dans une aventure qui commence. Il y en a forcément. Bon, super. Eh ben écoute, Florian, je suis ravi de t'avoir reçu. C'était un vrai plaisir. Et puis, on peut pas dire merde, mais break a leg, ça marche aussi, non? Qu'est-ce qu'ils disent au Québec? Ils disent essaye de pas te planter, Chris. Ça va bien aller, ouais. mon chum. Un truc comme ça. Ouais, on a l'un des rares Français qui sait faire vraiment l'accent québécois. Super. Tu trouves que je le fais bien? Je trouve que je le fais très mal. Ah ouais, non, là, en tout cas, sur ce que j'ai entendu, oui. Ok, bon, c'est gentil. C'est un accent qui est très difficile à faire pour un Français. Oui, c'est vrai. Ouais. J'avoue. Merci Florian. C'est moi qui bientôt. te remercie. À bientôt, salut. Bye bye.